Vous m'entendez derrière? Dans le premier temps, je vais parler un peu de généralité de l'anthropologie du suicide, l'ethnologie des phénomènes suicidaires. Et c'est une introduction, en fait, à ce qui va suivre. Alors, deuxième temps, vous allez regarder un film qui n'est pas très long, mais qui va vous donner une idée de qui sont les gens dont on va parler ensuite plus en détail, particulièrement sur le plan du taux de suicide très élevé qu'ils présentent. Et puis dans un troisième temps, eh bien, je reviendrai là-dessus, je vous montrerai, je ferai des statistiques, je discuterai les différents cas et les perspectives de recherche qui s'ouvrent à nous et qui ont été considérablement promues par la participation de Fabrice, de Dr Jolant, à cette recherche que j'avais commencée et que je pensais vouloir interrompre certainement. Bon, voilà. Donc je commence cette introduction. Alors, tout d'abord, anthropologie, ethnologie, sociologie. Bon, un mot sur la signification de ces termes. Il y a pas mal de confusion. La sociologie, c'est clair, c'est l'étude des sociétés, maintenant toutes les sociétés. Autrefois, dans les années 70, peut-être jusqu'à les années 80, il y avait deux études de société, les études de sociétés modernes, urbaines, industrielles, qu'on appelait la sociologie. Et puis l'étude des sociétés, les plus petites sociétés, souvent géographiquement marginales, en mode d'autosubsistance, avec un mode de vie traditionnel, pré-moderne, et qu'on appelait l'ethnologie. Donc il y avait deux objets, les sociétés modernes, les sociétés pré-modernes, la sociologie et l'ethnologie. Puis tout a changé à partir des années 80 pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est avisé qu'on pouvait appliquer les méthodes de l'ethnologie aux sociétés modernes. Donc l'ethnologie est devenue une sorte d'anthropologie de tout, de tout ce qui se présente sous le soleil, de toutes les activités humaines, phénomènes, sociétés et autres. Et l'autre chose, c'est qu'une critique assez féroce a été dirigée contre l'ethnologie traditionnelle. Donc actuellement, on est dans la confusion quand on dit anthropologie, parce que ça signifie un peu tout et n'importe quoi. N'importe quel journaliste peut se réclamer être anthropologue, pas parce qu'il suffit d'avoir une vague prétention à la généralité et étudier un phénomène particulier pour dire qu'on est anthropologue. Mais l'anthropologie que moi j'ai, ou ethnologie, les deux termes étaient plus ou moins synonymes, pas rentrer dans les détails, les deux termes étaient plus ou moins synonymes, c'était l'étude des petites sociétés, justement, que j'ai décrites, qu'on appelait autrefois archaïques, primitives, sans écriture, etc. etc. Voilà. Donc, c'est cette ethnologie-là dont je vais parler aujourd'hui et qui m'a conduit donc à arriver à cette question du suicide qui s'est présentée à moi de façon strictement empirique, parce que je ne m'intéressais pas du tout à ce phénomène au départ. J'ai étudié une population et voilà, j'ai rencontré ce phénomène. J'en dirai plus après. Alors, pour reprendre ce que disait mon collègue et maître, voilà, ce qu'il disait ce matin, ce qu'il faut comprendre dans les sciences sociales, dans les sciences de la société, c'est-à-dire sociologie et anthropologie, c'est qu'il y a, je répète en fait ce qu'il a dit ce matin, Christian, mais d'une façon un petit peu différente, pas. Disons que, je vais utiliser le mot ronflant qu'on utilise souvent, qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on dit ceci, cela. Quand on utilise tel concept, ouvrons-lui le ventre et voyons ce qu'il y a dedans. Alors, lorsque on étudie le suicide, on peut l'étudier comme le faisait Durkheim, sur le plan de la statistique. Durkheim a commencé ses travaux lorsque un astronome et mathématicien belge qui s'appelait Quetelet avait commencé à travailler sur ce qui était l'origine, le départ, l'embryon des big data, c'est-à-dire les statistiques commençaient à recueillir des faits les mêmes sur un grand nombre de cas. Et ce statisticien, ce
mathématicien, astronome, s'était dit qu'il y a peut-être quelque chose mathématiquement à trouver dans les grands nombres. On regarde un truc, et il suffit, comme l'a dit un autre savant du XXe siècle, il suffit de collectionner suffisamment longtemps le même objet pour faire de cet objet un objet de science. Et donc, Durkheim a utilisé l'idée de Quetelet. Il s'est dit, les statistiques, c'est-à-dire la collection du même phénomène, dans un très grand nombre de cas, va m'apporter des renseignements sur la nature de ce phénomène. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on dit des statistiques de suicide? Vous voyez, chaque suicide ici est représenté par une ligne, 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à phénomène, l'épisode N, qui précède immédiatement N plus 1, c'est-à-dire la mort. C'est le fait de se donner physiquement la mort. Se jeter d'un pont, se tirer une balle à la tête ou autre. Et cette séquence comporte toute une série d'événements, de situations particulières, et liées à l'idiosyncrasie d'un individu particulier. Autrement dit, il y a ici une richesse énorme de renseignements pour chaque suicide individuel. Mais quand on calcule les suicides, toute cette masse de données, ce que disait Christophe tout à l'heure, elle passe à la trappe. Finalement, on ne récolte que le fait que se donnait la mort, et non pas l'énorme masse de données d'ordre historique, micro-historique, psychologique, psychiatrique et autres qui précèdent chaque cas. Autrement dit, si vous voulez, la statistique est un artefact et vous donne quelque chose qui est quelque chose d'abstrait. C'est un objet particulier. Si j'étudie chaque suicide en particulier, c'est-à-dire chaque séance qui va de 0, 1, etc., jusqu'à n plus 1, j'ai un autre objet. Donc, épistémologiquement, si vous voulez, il y a deux objets différents dans l'étude du suicide. Il y a l'étude du suicide, qui est une étude de phénomènes singuliers, individuels, et l'étude du suicide, qui est une abstraction mathématique des cas de mort volontaire. C'est deux objets tout à fait différents. Alors, ça ne veut pas dire que l'un n'a aucun rapport avec l'autre. Il est évident qu'en collectionnant les cas, on apprend des choses sur les cas particuliers, et qu'en étudiant les cas particuliers, on peut essayer de comprendre et généraliser à beaucoup d'autres cas. Donc ces deux approches, qui sont distinctes, peuvent et sont bien sûr complémentaires. Et ce qu'il disait n'est pas, c'est ça, les ethnologues, voilà, les sociologues, si vous voulez, étaient, en caricaturant les choses, étaient des gens qui posaient la même question à 1000 personnes. Tandis que les ethnologues, pour caricaturer les choses, étaient des gens qui posaient 1000 questions à la même personne. Autrement dit, on avait beaucoup plus de données qualitatives singulières, mais sur des populations beaucoup plus restreintes, beaucoup plus démographiquement en tout cas limitées. Tandis que les sociologues travaillent sur des grands nombres, mais forcément ils ne peuvent pas s'embarrasser de questionnaires qui font 50 pages. Ils posent quelques questions, vous voyez. Donc ces deux approches aussi, qui encore une fois ne sont pas contradictoires ou s'excluant l'une l'autre. Ces deux approches. Dans le cas qui nous concerne, c'est l'étude que j'ai faite d'une population qui comportait quelques milliers de personnes, m'a permis de faire à la fois un peu des statistiques, c'est-à-dire de récolter le nombre de gens qui s'étaient suicidés, comment, pourquoi, etc., et de poser des tas de questions, c'est-à-dire d'essayer de faire des résumés, n'est-ce pas, de cas particuliers, d'autopsie psychologique a posteriori. Bon, alors, voilà ce que c'est. Maintenant, alors Durkheim, n'est-ce pas, avait une sorte de grand modèle que Christian a rappelé tout à l'heure, et c'est un modèle que j'ai trouvé intéressant sur le plan strictement théorique. Vous voyez, c'est une sorte de carré d'Exlin, c'est très structuraliste, vous voyez. Vous avez deux grandes dimensions, régulation et intégration. La régulation, c'est les lois
que la société impose de l'extérieur. Par exemple, vous avez des lois très draconiennes avec la police, la justice, etc. Voilà, donc une contrainte, si vous voulez, de l'extérieur. Et puis l'intégration, c'est l'intériorisation des lois ou des normes de la société. Donc si vous combinez les deux, là vous avez beaucoup de régulation, là peu de régulation, là beaucoup d'intégration, peu d'intégration. Vous combinez les deux, vous avez 4 cas particuliers. Et s'il fallait absolument faire correspondre cette typologie à la réalité empirique des cas que j'ai connus dans cette société du sud des Philippines, je dirais qu'il serait égoïste. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, à part le fait de désigner comme ça par un modèle très abstrait et théorique des choses, je n'ai pas trouvé de grand intérêt explicatif à ce modèle. Alors, ce modèle, il y en avait un autre qui a été proposé par également un sociologue, qui s'appelait Wechsler. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Durkheim a appelé son bouquin le suicide, vous voyez, le suicide, comme si c'était un phénomène, et Wechsler a appelé son bouquin les suicides. Parce que, comme on l'a dit, comme il nous le disait tout à l'heure, effectivement, Wechsler s'est beaucoup plus rapproché des cas concrets et individuels. Ce qui l'a amené, évidemment, à faire une typologie beaucoup plus étendue, beaucoup plus complexe, si vous voulez, avec 4 catégories qui regroupaient 11 sens. Alors, quand on essaie, n'est-ce pas, de se rapprocher des cas concrets, on tend à multiplier les catégories jusqu'au moment où on n'a finalement plus qu'une catégorie par cas. Vous voyez, c'est le problème. Si on veut généraliser, c'est très difficile de généraliser à partir justement d'une étude extrêmement fine de chaque cas concret. Et là, il est arrivé un peu à mi-chemin, n'est-ce pas? Et je vous montrerai dans mon propre travail quelque chose d'analogue que j'ai fait, qui est à partir, non pas d'une hypothèse théorique très précise ou très travaillée, mais à partir des données empiriques, comment on peut même arriver à certaines catégories. Bon, alors, j'ai pris ici un certain nombre d'exemples de populations, tout simplement, d'abord pour indiquer que le suicide n'est pas du tout un phénomène propre aux sociétés industrielles, urbanisées, modernes, etc. Pas du tout. Le suicide se retrouve de façon inégale, très inégale, dans un grand nombre de populations traditionnelles, très modernes, archaïques, que vous voudrez les appeler, sur à peu près tous les continents, mais avec des différences. Il y a des régions du monde où apparemment on se suicide plus dans ces sociétés traditionnelles, ou primitives, comme vous voudrez les appeler, qu'ailleurs. Alors, là par exemple, vous avez en Afrique, justement les Guizous. Les Guizous sont une population de l'Ouganda, qui a été étudiée par un anthropologue, ça c'est des cas étudiés par des anthropologues, où les suicides sont pas très nombreux, vous voyez, avec 2,4 pour 100 000. Donc c'est vraiment, peut-être, d'après ce que j'ai lu à l'époque, en tout cas, quelque chose qui reflétait la situation générale en Afrique. En Afrique, on ne se suicide pas beaucoup. En Afrique, on se suicide beaucoup plus chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Micronésie, qu'en Afrique. Pourquoi? Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, bon, alors l'explication qui est donnée, c'est des conflits qui ont lieu à l'intérieur du lignage et qui font que certains jeunes gens se donnent la mort du fait de stress liés à ces conflits. Vous avez les Marias de l'Inde, c'est intéressant aussi. Et alors vous avez des populations ici d'Amérique du Nord, dont les Apaches et les Navajos, qui ont été étudiés pour les seconds par un grand ethnopsychiatre qui s'appelait Georges Devreux, qui a écrit un très très gros bouquin où il y a vraiment à boire et à manger. Et
où la question justement de l'ethnopsychiatrie du suicide avait été posée particulièrement de façon extrêmement fouillée. Vous avez parmi les populations qui se suicident le plus au monde, les Aguaruna, qui est une section, on va revenir là-dessus, une section d'une population que les Achuars ou les Jivaros, donc, qui sont une population d'Équateur, c'est ça, et qui, voilà, ce sont des gens connus pour être extrêmement belliqueux. Et dans cette section particulière de l'ethnie, où généralement on se suicide peu ou très ou pas du tout, chez ces gens-là, n'est-ce pas, le suicide semble lié à une majorité de jeunes hommes et de jeunes femmes à qui sont déniés justement, d'après cette explication anthropologique, ethnologique, les moyens de s'exprimer violemment dans on appelle la chasse aux têtes. Alors, ils ne peuvent pas s'exprimer violemment dans une forme culturelle particulière qui est la guerre. Et à ce moment-là, on trouve une explication qu'on va retrouver chez beaucoup d'ethnologues, empruntée en partie, je crois, à la psychanalyse, qui est le retournement de la violence contre soi-même. C'est-à-dire que les gens qui sont violents, qui vivent dans une société violente, mais à qui est déniée la possibilité de s'exprimer violemment, retournent cette violence contre eux-mêmes. C'est une explication qui ne m'a jamais véritablement persuadé, mais bon, elle est fréquente dans les explications que proposent les ethnologues. Parmi donc les populations qui se suicident beaucoup, hein, vous avez des populations ici en Micronésie et en Polynésie. Et dans ces populations, et en particulier dans les populations de Nouvelle-Guinée, on trouve un grand nombre de suicides féminins, parce que notamment en Nouvelle-Guinée, les femmes elles se font battre comme plâtre par les hommes, alors leur vie est vraiment compliquée. Et comme en Chine d'ailleurs, dont on a parlé ce matin, hein, les suicides féminins reflètent très évidemment une situation de soumission et de malheur, si vous voulez, sur le plan social et psychologique. Vous allez chez les Mahingués. Alors les Mahingués étaient une petite population insulaire de Polynésie, de Mélanésie, qui a été étudiée par un ethnologue français, qui s'appelle Michel Panoff. Et alors, c'est une toute petite population insulaire, et tous les suicides, là, relèvent finalement d'une même situation, d'une même cause. C'est des orphelins qui sont mis au banc de la société et qui sont considérés comme des trash people, des rebuts de la société. Et donc leur infériorisation absolue, pas dans cette société, crée les conditions évidemment de leur détresse personnelle et de leur suicide. Et c'est peut-être la seule occasion où un ethnologue a pu expliquer la quasi-totalité des suicides dans ces genres de populations par finalement une seule situation, un seul ensemble de causes sociales. Car comme nous le verrons, je le répéterai peut-être tout à l'heure, les causes sociales invoquées par les ethnologues, par exemple les conflits dans le lignage, etc. Je donnerai un exemple aussi à propos des Palawan, ne sont que des causes partielles, c'est-à-dire elles n'expliquent pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des tas de... Supposons que vous avez une population où les majorité de suicides qui se passent à cause de conflits intralignagés, et bien vous aurez des tas de suicides qui ne relèvent pas du tout de ce genre de causalité. Donc, il y a déjà un manque, si vous voulez, des explications ethnologiques ou anthropologiques qui
qui sont en général présentés par les ethnologues. Donc vous voyez que là, pour revenir sur ce simple tableau, les lieux varient, mais les taux varient considérablement. Donc ceux qu'on avait étudiés se situent parmi les plus élevés au monde, enfin, dans ce genre de culture, de société. Et donc ça continue à nous poser un problème. Pourquoi est-ce que dans cette... Ça, on y reviendra tout à l'heure. Dans certains cas, comme par exemple les Inuits ou les Esquimaux, les Inuits, chez qui des taux de suicide très élevés sont observés, l'intrusion de la culture moderne et les pressions exercées par à la fois les missionnaires, l'administration, les immigrants européens et autres, ont créé des chocs, des traumatismes culturels qui ont abouti à sans doute une situation de grande fragilité suicidaire dans ces populations. Dans les autres populations, dans un certain nombre de populations, notamment les Palawanes, mais il y a beaucoup d'autres cas, les taux de suicide sont élevés anciennement, précèdent l'intrusion de la modernité. C'est aussi un peu un cliché, n'est-ce pas? D'abord, chez les primitifs, on ne se suicide pas parce que bon, on n'a pas les maladies de la modernité, on n'a pas les psychos, les névroses, etc. Ce qui est fou, bien entendu, ils ont autant de psychoses et de névroses que les autres, même dans des situations d'isolement. Et d'autre part, on se dit donc, s'ils se suicident, c'est parce que les méchants étrangers sont venus, leur ont pris leurs terres, les ont déplacés, les ont forcés à abandonner leur culture, leur religion, etc. Donc voilà, les pauvres se suicident. Eh bien, ça peut être vrai dans certains cas, hein, bien sûr, il y a des chocs culturels chez les Inuits qui sont particulièrement évidents, mais chez les Palawanes, pas du tout. Pas du tout. Ça s'est passé de façon très, très douce. L'arrivée de la modernité s'est installée progressivement sans conflit majeur. Et ça, c'est aussi une chose qui n'était pas évidente à démontrer. Encore une fois, les clichés en ce qui concerne le suicide sont la vie dure. Voilà, donc, taux extrêmement variable, taux qui existent un peu partout dans le monde, dans des sociétés non modernes, mais qui varient considérablement de très bas à très haut. Avec des zones, encore une fois, où semble-t-il, il y a moins de suicides qu'ailleurs, apparemment. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, si d'autres études, parce que je n'ai pas retravaillé la question de façon approfondie depuis que j'ai terminé mon bouquin. Un certain temps, l'Afrique, par exemple, apparemment se suicide moins qu'en Amérique du Nord. Voilà. Alors, quels sont maintenant les moyens? Alors, bon, rapidement, n'est-ce pas, les moyens de se suicider les plus fréquents sont le poison et la pendaison. Dans ces bien sûr, ils utilisent aussi les armes à feu ou des armes blanches pour se poignarder. L'éviscération, le feu, le gel sur la banquise, l'étouffement semblent réserver à une certaine catégorie de suicides que j'ai appelé les suicides prescriptifs, dont on a parlé également ce matin, les soutis, les harakiri, etc., qui sont en fait des condamnations à mort pour la société. L'individu se trouve pris dans une situation où il n'a pas d'autre issue que de se tuer ou alors d'être considéré comme un lépreux qui est chassé de la société. Il préfère se suicider. Donc c'est un peu, ça n'a rien à voir avec des suicides, enfin ça n'a rien à voir, c'est différent. C'est différent sur le plan des motivations de suicide autonome dû donc à des conditions de stress ou de malheur.
Voilà. Alors, quels sont les types d'explications qu'on a données en anthropologie? Je ne sais pas si je... Voilà, oui. Voilà. Alors, donc, les types d'explications, c'est les conflits de rôle, quand justement, par exemple, en raison de la solidarité de lignage, un individu doit être solidaire de ses frères ou cousins de lignage, mais en même temps doit s'opposer, par exemple, à ses alliés, qui sont également des gens à qui il doit de la solidarité. Donc il se trouve dans des situations de conflit, de rôle, où voilà, où il a tort quoi qu'il fasse, c'est pas double bind. Également, possibilité de suicide, donc que j'ai dit prescriptif, c'est-à-dire ces suicides très ritualisés qui stigmatisent d'une façon définitive une personne et qui donc le condamnent à mort. On a utilisé le mot de Sansonique pour des suicides homicides, qui étaient des suicides en fait de revanche, dont on a parlé ce matin à propos des des Trobriandais de Malinowski, dans lesquels on entraîne la mort des autres, on entraîne sa propre mort dans un but de lutte, de vengeance. Le mot sansonique, l'adjectif a été utilisé. Donc la déculturation et la modernité, je vous en ai parlé, fournit une possible voie pour essayer de comprendre pourquoi les taux sont plus élevés à un certain moment. L'alcoolisme a toujours été présent dans beaucoup de cas, pas celui des Palavans, nous le verrons justement, il n'y a pratiquement aucun alcoolisme, très peu, mais la présence de l'alcool dans des populations qui sont très vulnérables à l'alcool, les Inuits par exemple, des gens pour qui l'alcool est un poison violent, un toxique, psychotrope extrêmement dangereux, et évidemment les suicides et des comportements violents sont liés à l'alcool. Le retournement de l'agressivité est encore une chose dont je vous ai dit un mot, c'est-à-dire, c'est de se retourner contre soi, l'agressivité qu'on ne peut pas exprimer autrement. Je ne sais pas si c'est une bonne explication, mais je pense qu'elle est d'ordre plus psychanalytique et donc moins susceptible peut-être d'une validation empirique. Personnalité modale. Alors, ce qui est intéressant, on a fait, alors là, je trouve que là, il y a aussi une voie qui a été explorée par pas mal d'ethnologues, surtout à la suite d'études sur la culture et la personnalité. On s'est rendu compte que dans certaines cultures favorisaient un certain type de personnalité, notamment chez les Inuits, et ça se retrouve chez les Vaqueros et les Palawans. Je ne vais pas parler des Vaqueros qui étaient dans la liste, là, les Vaqueros qui sont une population de pasteurs de Mont-Cantabrique, du nord de l'Espagne. La personnalité mélancolique, qui est un type de personnalité intéressant, qui semble être présent dans un certain nombre de populations. Voilà. Je dis, voilà, il y a des populations qui sont, par exemple, agressives. Mais vous savez, c'est difficile à dire parce que qu'est-ce que c'est que les populations agressives? C'est par exemple des populations qui font la guerre. Alors, ils sont agressifs parce qu'ils font la guerre, ou est-ce qu'ils font la guerre parce qu'ils sont agressifs? Un peu de couleur, c'est pas très bien ce qui vient d'abord. Mais c'est vrai qu'il y a des populations où l'agressivité est favorisée, et d'autres populations où, au contraire, comme c'est le cas chez les Palawans, beaucoup d'autres, où, notamment les Inuits, où l'agressivité est déconsidérée et absolument réprimée. On réprime l'agressivité. Il ne faut pas montrer l'agressivité. Un point incroyable. Chez les Inuits en tout cas, et chez les Palawans aussi. Ce sont les populations qui ne sont pas agressives, elles ne font pas la guerre, et elles répriment l'agressivité. Alors, le rapport entre l'agressivité et le suicide est un rapport qui pose problème. On ne sait pas vraiment, peut-être
les psychiatres savent mieux que moi, mais ce qui est certain, c'est que vous avez des populations où l'agressivité est favorisée, comme les Jivaros, hein, qui sont des gens vraiment très violents, et où, dans une partie de la population, il n'y a pas de suicide, dans une autre, il y en a. Vous avez des gens comme les Inuits ou les Palawans où l'agressivité est réprimée, et où vous avez beaucoup de suicides. Donc, rapport agressivité, et c'est un problème qui s'était posé d'ailleurs pour deux populations de Nouvelle-Guinée qui appartiennent à même conglomérat ethnique, pas, les Zemla. D'un côté les Baroya et d'autre part les comment s'appelle les Baroya. Leur nom là m'échappe. Les Ankavés, pardon, les Ankavés et les Baroya. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, par exemple, c'est que les Baroya sont des gens qui font la guerre et qui se suicident, mais chez qui il y a peu d'homicides. Vous voyez ? Tandis que les Ankavés, qui sont leurs cousins germains pratiquement, même sur le plan génétique, ne font pas la guerre, pratiquent l'homicide et ne se suicident pas. Donc, chez les guerriers, on se suicide. Chez ceux qui ne font pas la guerre, on tue les gens de son propre groupe. Alors, on peut essayer de trouver une logique à cela, et l'ethnologue qui s'en est occupé raconte une histoire qui essaie de dégager une logique. Enfin, disons que c'est plausible, mais ce n'est pas tellement convaincant. Pourquoi est-ce que on ne fait pas la guerre? À ce moment-là, on se tue entre soi, mais on ne se tue pas soi-même. Bref. Donc, toutes ces explications, vous voyez, se heurtent à des limites. Alors, notre, évidemment, possibilité d'expliquer les suicides dans ces sociétés, ces groupes, ce sont les croyances, tout le monde sur le naturel, c'est l'eschatologie. N'est-ce pas? Ce matin, Christian rappelait le cas des Tikopia, où celui qui va se suicider menace la personne qui lui a causé des malheurs de la poursuivre dans l'au-delà, c'est-à-dire que son fantôme va la poursuivre à se venger. Donc il y a une eschatologie qui dit que bon, les suicidés se vengent sur les vivants. Voilà. Est-ce que ça prévient vraiment le suicide ou pas? Je ne sais pas. Enfin, du moins, ça permet déjà d'ouvrir une porte vers des explications rationnelles de ce comportement, la sorcellerie, etc. Chez les Palawans dont nous allons parler, rien de tel ne se produit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée, il y a très peu d'eschatologie. Tout ce qui se passe après la mort est très vague et ne concerne pas directement les vivants. Alors, un facteur qui est pratiquement toujours présent, et ça, Fabrice a beaucoup insisté aussi de son côté, et qui est très intéressant, c'est que finalement, quelles que soient les différences entre beaucoup de cultures, mais pas africaines, culture amérindienne, violente ou pas violente, culture pacifique, du Pacifique, violente du Pacifique, quelles que soient les différences culturelles, de structure sociale, la majorité des suicides résultent de conflits entre proches. Conflits entre proches, c'est des gens de la même famille, ou des gens qui sont familiers, ou des gens qui sont liés par une relation passionnelle ou amoureuse. L'idée que les suicides puissent résulter simplement de forces sociales lointaines, qui était finalement l'idée de Durkheim, ne semble pas être vérifiée. On se suicide dans la plupart des cas, que ce soit chez eux, genre Palawan, la banquise ou chez nous, essentiellement parce que,
principalement parce qu'on a des conflits très violents avec des gens qui vous sont proches, des gens qui vous tiennent à cœur. Et ça, c'est un phénomène universel et qui démontre que, disons, les grandes structures sociales sont de peu ou d'une valeur explicative moyenne. Pas nulle, mais moyenne. Également, la socialisation est déficiente. Là, on parle par exemple d'anomie, c'est-à-dire que les jeunes gens sont laissés eux-mêmes, les enfants ne sont pas encadrés par des aînés, par des parents, etc. etc. Donc, voilà, ils se suicident. Et finalement, vous aviez un concept de psychiatrie qui avait été introduit par certains anthropologues, notamment mon collègue Robert Denton pour les Semai de Malaisie, qui est la Learned Helplessness, c'est-à-dire le fait d'avoir intériorisé son incapacité à faire face aux choses de la vie. Et qui est à la fois une sorte de presque de. Si tu rejoins l'idée de personne modale, de personnalité modale. On ne peut rien faire, une espèce de fatalisme, pas nécessairement négatif, mais un fatalisme qui fait que les choses doivent arriver comme ça, et on ne peut rien faire, et on peut mourir. Voilà les différents types, vous voyez, d'explications qu'avancent les ethnologues. Alors, ce que je peux dire d'une façon générale, c'est que les explications à base de rôle social et de statut sont trop partielles, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne rendent pas compte des taux globaux. À partir du stress, bon, le problème du stress, c'est que, voilà, quand vous dites telle personne était extraordinairement stressée et malheureuse pour telle et telle raison à la suite de tel et tel événement, il est logique qu'elle se soit suicidée. Vous prenez une autre personne qui a les mêmes problèmes, qui traverse les mêmes situations de stress, de difficulté, et qui ne se suicide pas. Donc il y a toujours dans le problème du suicide le fait, et ça a été encore rappelé ce matin à propos des suicides dans le travail, c'est que beaucoup de gens se suicident pour une certaine raison, et la même raison n'explique pas le suicide des autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe au dernier moment. Et moi, j'arrivais à croire, bon, alors, Bechler, le fameux Bechler, qui a essayé de déconstruire un petit peu la théorie durkheimienne et de se rapprocher des cas concrets, de définir plus précisément la nature individuelle, avait parlé d'un facteur X, un facteur X. C'est-à-dire que vous pouvez accumuler autant d'événements malheureux, voire d'antécédents psychotiques, etc. Vous n'arriverez jamais à une certitude de la prédiction de l'occurrence du suicide. C'est ça. Il y a donc toujours un facteur en plus de tous ces facteurs, disons, d'événements ou de situations ou de traits de caractère. Et c'est ce ou ces facteurs X qui peut-être sont justement de nature pas psychologique, mais peut-être génétique ou biologique. Donc il y a toujours la possibilité, n'est-ce pas, au moins pour les sciences sociales, qui ont eu, comme je vous l'ai dit, énormément de mal à intégrer l'idée qu'en dehors de ces facteurs dont j'ai parlé, là, il pouvait y avoir des facteurs génétiques. Pourquoi? Parce que dans les sciences sociales, qui étaient dominées justement par l'idéologie des sciences sociales du 19e et du 20e siècle, surtout, l'idée, n'est-ce pas, que ce qui est génétique n'a aucune pertinence pour expliquer la société. Et que si vous faites appel à du génétique, ça c'était les réactions, pas des anthropologues, des sociologues marxistes notamment, c'est que c'était une dérive vers l'eugénisme, c'était une dérive vers le racisme. Parce que, naïvement, mes collègues pensaient que la biologie était mécaniste, qu'on expliquait quand on trouvait par exemple une cause du suicide, c'est un gène du suicide qui vous oblige à vous suicider. Mais les généticiens n'ont jamais dit ça.
ils ont dit il y a une probabilité pour que certains allèles puissent augmenter la vulnérabilité suicidaire. C'est tout aussi probabiliste, si vous voulez, que la sociologie, qui est également probabiliste. Comme on l'a dit ce matin, on peut être certain qu'il y aura plus de Bretons âgés, veufs, célibataires, sans emploi et qui sont pratiquement au seuil de pauvreté, qui se suicideront, que de jeunes mères de famille provençales qui ont un métier. Et pourtant, il y aura une jeune mère de famille provençale qui va se suicider, et pas mal de vieux Bretons complètement isolés et malheureux qui ne se suicideront pas. Voyez. Donc, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris. Dans ce facteur X, il n'y a pas que de la génétique, il y a d'autres facteurs liés sans doute à l'histoire des gens. Donc, tout à fait. Oui. C'est pas que de la génétique. Je n'ai pas dit que c'était que de la génétique, mais je dis que ça laissait une place à la génétique. Oui, une certaine vulnérabilité. Voilà. Et j'explique aussi pourquoi dans les sciences sociales, en tout cas du XXe siècle, on a été tellement réticent, du point de vue des sciences sociales, à admettre des facteurs génétiques. Et je pense que Bechler, lui, il a eu une très bonne idée en disant il y a encore un facteur qu'on ne peut pas expliquer qui s'introduit quelque part. Il n'a pas parlé, lui, je crois, de facteurs génétiques. Et il ne pensait pas à ça, mais je pense qu'il a ouvert la porte à encore un autre facteur. Et il est certain, quand j'ai écrit mon livre, qu'il a été démontré amplement par plusieurs équipes de scientifiques et confirmé abondamment que le système sérotoninergique était en cause dans les autopsies. Donc on sait qu'il y a un facteur, voilà. C'est pas un facteur causal au sens que, voilà, si vous êtes né comme ça, vous allez vous suicider, c'est simplement une probabilité de plus dans l'ensemble des facteurs. Donc c'est pour ça que les causes générales, voilà, ce que je dis, c'est sur le plan des causes générales, comme des psychodynamiques individuelles, la sociologie, l'anthropologie donnent des indications très utiles et probantes pour des ensembles de cas typiques, mais laissent irrésolues des questions centrales, celles des causes réelles, celles des fréquences différentielles dans les taux globaux. Voilà. Donc il faut, quand on fait de l'étude, en tout cas pour nous, dans les sciences sociales, c'est de rester ouvert à la psychologie, à la psychiatrie, à la génétique, aux neurosciences, etc., qui ont fait tellement de progrès pendant ces dernières décades. Pas, voilà. Donc maintenant, j'en ai fini avec les généralités, si vous voulez. J'ai introduit l'idée, n'est-ce pas, essentiellement on ne se suicidait pas seulement dans les sociétés modernes, on se suicidait ailleurs pour tas d'autres raisons. Et maintenant, je vous laisse regarder le film qui vous introduit à ce groupe ethnique, voilà à quoi il ressemble. Et après, on va discuter ensemble de ces cas-là en particulier. Un film qu'on peut retrouver ailleurs, mais au plus haut. C'est un film qu'on peut retrouver ailleurs. Je ne sais pas comment on peut se le procurer. C'est un tout petit film qui n'en est pas commercialisé du tout. Et si, Charles, il est commercialisé, on a fait un DVD. Hein? Il est en vente aux éditions L'Harmattan. Ah oui? En DVD. Vous allez le regarder maintenant. Donc, un petit mot du film. Donc Charles a étudié cette population des Palawans depuis 40 ans, a décrit le phénomène du suicide dont il va vous parler plus largement dans son livre en 2007. Voilà, moi c'est ce livre que j'ai lu et qui m'a passionné, c'est pour ça que j'ai contacté Charles. J'ai réussi à le convaincre un peu difficilement au début, il fallait valider, il fallait cocher un certain nombre de cases, alors j'ai fini par les cocher, mais j'ai passé l'examen pour qu'il m'amène sur le terrain en 2012, on a fait notre première mission, on y est retourné en 2014, 2016 et donc 2020. Et en 2014, alors on a fait ça largement sans financement, avec notre argent.
c'est une étude difficile à financer, sauf la dernière, parce que j'ai détourné un peu d'argent. Avec l'autorisation de la fac, j'ai une petite bourse pour une autre étude que je n'ai pas pu faire. Et j'ai eu un financement de la fondation de l'université, et comme le rappelle Charles, fondation très largement financée par Karl Lagerfeld. Donc nous sommes partis en 2020 grâce à l'argent de Fashion Week, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Bref, donc pas financé largement pas financé. On a fait plein de trucs qu'on va vous expliquer dans un instant. Pour essayer justement d'aller au-delà de l'explication uniquement ethnologique, mais aussi pour la compléter, pas pour la remplacer. Et donc en 2014, on s'est dit ça serait bien qu'on fasse un petit film quand même, on n'était pas sûr d'y retourner, ça me fera un souvenir. Et Charles a eu une espèce de coup de bol, c'est-à-dire qu'une jeune femme est venue voir Charles. Alors, c'est pas un coup de bol parce qu'il y a beaucoup de charme, Charles, mais c'était parce qu'elle est venue au moment où on cherchait. Donc il y a un réalisateur au CNRS de films ethnographiques qui s'appelle Pierre Confuso et qui a déjà tourné des films sur Palawan qui sont disponibles. Alors pas sur le suicide, mais il y a 3 films sur Palawan, sur cette population, qui sont très très intéressants. Et pas de bol, Pierre n'était pas disponible au moment où on partait. Et donc le coup de bol, c'est que cette jeune femme se présente comme sortant d'une école de cinéma, très intéressée par cette étude, etc. Et donc on lui a proposé de venir nous rejoindre, lui payer le voyage, en échange de quoi elle nous ferait un film. Donc elle s'appelle Carline Soviet, voilà. Alors aujourd'hui, Carline se balade dans le monde, elle est en Inde, fait d'autres choses, enfin voilà, elle va revenir bientôt. Et pendant 2 ans, là aussi tout à fait bénévolement, entre 2 boulots payés, elle a continué à travailler avec son comment on appelle ça, sa monteuse, elle aussi bénévolement pour faire ce film. Donc on a fait un film, vous verrez, alors je le dis parce qu'elle le dit elle-même, il y avait quelques défauts techniques, on n'avait pas un matériel très très sophistiqué, mais ça permet de vous présenter cette étude avec des images, vous allez entendre les gens parler, vous allez voir, ce sera beaucoup plus... Voilà, donc on vous laisse, il dure une 40aine de minutes. On va vous laisser, s'il y a un problème technique, mon bureau est juste à côté, l'appariteur en chef reviendra, et puis on discutera juste après.